10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. Le grand rendez-vous est installé au Grand Hôtel de Bordeaux, qui est juste en face du grand théâtre magnifique de Bordeaux, place de la Comédie. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais enfin, c'est vous qui avez choisi. C'est nous qui avons choisi, et avec l'aide des équipes techniques d'Europe 1 et de Stéphane Place, qui est notre correspondant ici, que vous connaissez bien. Alain Juppé, vous êtes notre invité. Vous avez donc demandé deux choses dès vendredi soir. La première, les primaires ouvertes, vous en avez parlé, et deuxièmement, l'esprit de rassemblement et du centre. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy peut avoir la tentation d'une droite dure, d'une droite extrême, et que ça, vous voulez qu'il lève les soupçons dès ce soir? Je ne rentrerai pas dans le jeu qui va consister systématiquement à m'interroger pour que je me positionne vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Et pourtant, la question se pose. Oui, vous la posez, c'est votre droit le plus absolu, peut-être que les Français se la posent, mais ce n'est pas ainsi que je conduirai mon action dans les mois qui viennent. Moi, je veux parler aux Françaises et aux Français, je veux leur dire ce que je pense, ce que je leur propose, ce que nous pouvons faire ensemble, et après vous jugerez, ils jugeront des différences. Deux lignes, moi, et il ne faut pas s'éloigner de la ligne. Je vous parlerai de ma ligne, je vous parlerai de ma ligne, et puis les autres parleront de leur ligne. Ma ligne, elle est très simple, c'est ce que j'avais essayé de faire et réussi en 2002 avec l'UMP. La droite a toute sa place, il y a dans l'UMP la droite forte, la droite populaire, la droite sociale, on en a besoin, ce sont des gens de qualité, mais il y a aussi des libéraux, des centristes qu'on a hélas un petit peu perdus, et ça fait partie aussi de ce rassemblement qu'il faut faire. Aujourd'hui, la France a besoin d'apaisement et de stabilité. Ce qui explique en grande partie la crise économique. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy dans son texte qui signait son retour en politique. Je vous parle de moi. Permettez-moi, c'est mon principal sujet d'intérêt, beaucoup plus que celui des autres. Voilà, c'est une faiblesse peut-être, mais je vous parle de ce que je pense moi. Voilà. Et si d'autres pensent comme moi, tant mieux. Donc je crois qu'il est très important de maintenir cette unité, parce que je disais oui, apaisement et stabilité, parce que ce qui explique peut-être le plus la crise économique dans laquelle nous sommes, c'est le manque de visibilité. On ne sait pas où on va, il n'y a pas de cap véritable. Quand on lit le programme de l'UMP, est-ce que vous croyez qu'on sait où on va? Quand on regarde les programmes de l'opposition, on ne sait pas. La seule petite différence, c'est que l'UMP n'est pas aujourd'hui au pouvoir, et que moi, j'ai 2 ans pour dire aux Françaises et aux Français, voilà ce que donc ça commence en 2017, si vous êtes élu. Compte tenu de votre analyse, justement, faut-il, vous parlez justement de ce parti que vous avez créé en 2002, faut-il le changer? Faut-il changer l'UMP telle qu'elle est? Il appartiendra au futur président d'abord de présenter son programme, il va le faire, il y a des élections qui vont avoir lieu, et de dire ce qu'il veut faire. Les militants décideront, bien entendu qu'il y a des changements à faire. Si l'UMP était en pleine forme, ça se saurait. Il a fallu qu'on la sauve, l'Union pour un mouvement populaire. Et donc il y a très certainement des changements à faire, et c'est le prochain président qui en prendra l'initiative. Moi, c'est pas tellement la vie des partis. Monsieur Juppé, allons sur le fond, puisque vous voulez aller sur le fond. J'étais longtemps responsable de partis politiques. Bon, aujourd'hui, d'autres prennent ces responsabilités. Moi, je veux m'adresser aux Françaises et aux Français en général. Vous les adressez aux Français. Quand on voit un sondage chez un journal concurrent, Le Figaro, les militants de droite veulent la simplification du code du travail, le remplacement de l'impôt sur le revenu, la suppression de l'ISF, l'édurcissement de l'acquisition de la nationalité française, beaucoup de choses très dures. Est-ce que vous vous sentez en phase avec ce peuple de droite? Ce sondage, cette étude est très intéressante. Je dois vous dire que ça confirme ce que j'entends, pas uniquement de la part des militants de l'UMP, mais aussi de beaucoup d'acteurs économiques dans toutes les rencontres que je fais en France ou à l'étranger. Et il y a un certain nombre d'éléments de consensus qui apparaissent, bien entendu. En tête de ce sondage, si je me souviens bien, il y a la diminution du nombre de parlementaires. Voilà une bonne idée qu'il va falloir faire. Nous avons beaucoup trop de parlementaires. C'est aussi la suppression des 35 heures à revenir à 39. Attendez, j'ai commencé par la première ligne de ce sondage, si je me souviens bien. Donc voilà. Ensuite, il y a toute une série. Je crois que c'était la première. Je me suis trompé. Non, c'est le code du travail qui est en première. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est populaire, non? Je ne me suis pas trompé. Et je pense que les Français ont raison. Ensuite, effectivement, il y a le problème de la compétitivité des entreprises. Et là, il y a un consensus là-dessus. Sauf peut-être. Même avec le pouvoir actuel. Sauf peut-être chez Vive la Gauche. Il y a un consensus. Il faut améliorer la compétitivité de nos entreprises en agissant sur le coût du travail, sur la durée du travail, sur la complexité des normes, sur la simplification du code du travail, et pas que du code du travail, parce que si le code du travail est compliqué, c'est parce qu'on légifère trop, et c'est parce qu'on légifère trop qu'il y a une jurisprudence qui est aussi très contraignante
pour les entreprises. Donc voilà, l'objectif, il est, je crois, assez largement partagé. Je pense pour ma part, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises en public, que sur la durée du travail, il faut davantage de liberté et de souplesse en France. Il faut faire confiance au dialogue dans les entreprises. Alors Alain Juppé, vous dites que vous voulez parler aux Français, mais comme vous êtes pour les primaires, vous allez d'abord devoir parler à votre famille politique. Comment parle-t-on à la droite lorsqu'on a déclaré un jour « je peux voter pour un socialiste modéré » ? J'ai dit ça, moi ? Oui. Bon, si vous le dites, c'est que c'est vrai, je l'avais un peu oublié. Plutôt qu'un Front National, c'était. Oui, j'ai dit ça, oui, mais... Oui, au moment de la polémique autour du mot sectaire... Est-ce que vous avez bien replacé les choses dans leur contexte ? Je vous demande de le faire. Oui, c'était face au Front National. Absolument. C'était face au Front National. Oui, je pense que, et je continue à le penser naturellement, que la vision de la France, le projet pour la France du Front National nous ramène 50 ans en arrière. Je ne veux pas d'une France barricadée sur elle-même. Je ne veux pas d'une France qui sorte de l'euro avec les conséquences que cela comporte, et notamment la destruction de la construction européenne. Je ne veux pas d'une France xénophobe. Quand Mme Le Pen dit zéro immigration, elle sait très bien que c'est un mensonge et que ça n'existe pas. Donc je me bats contre cette France-là, et s'il y a éventuellement des gens modérés qui peuvent faire barrage à cela, ça ne me choque pas. Mais je pense bien que nous serons, si au deuxième tour, en 2017, c'est ce que je veux éviter, monsieur voilà, Kabache. S'il y a un socialiste et Marine Le Pen, vous choisirez le socialiste. Ça ne se produira pas parce que nous serons au deuxième tour. Quelle est la différence entre vous et Nicolas Sarkozy? La principale. C'est à vous d'en juger. Moi, je ne vais pas. On vous pose la question. Vous êtes candidat. C'est une question qu'on posera souvent en tant que candidat à la primaire. Je ne vais pas me lancer dans un concours de beauté. J'exprimerai mes idées. Il exprimera les siennes. C'est un match. Nous avons des tempéraments différents, des profils différents. Vous les connaissez bien, et donc c'est pas très utile que je les détaille. Et donc les Françaises et les Français choisiront. Ce soir, il s'exprime à la télévision. Les Français choisiront. Ce soir, il s'exprime à la télévision. Les Français choisiront l'homme qui leur paraîtra le plus à même de les mener pendant les 5 ans qui suivront dans un climat de confiance. Voilà sur quoi ça va se jouer. Deux choses. Est-ce qu'il peut être un bon président de l'UMP ou de l'UMP rénové? Mais naturellement, bien sûr. Je me réjouis qu'il soit candidat avec d'autres. Non, mais est-ce qu'il peut être un bon président de l'UMP? Il vaut mieux une génération différente, nouvelle. Les militants sont... Vous voulez toujours me ramener là où je ne veux pas aller, et je suis assez têtu par moment. Hein. Donc je ne vais pas prendre parti dans l'élection à la présidence de l'UMP. Nous avons des militants, ils sont majeurs et vaccinés. Oui, enfin, en même temps, ils vont choisir. Vous prenez pas parti, mais il faut que ça soit la droite et le centre quand même. Oui. Ah oui, sur ce point-là. Donc quand même, vous vous en occupez un petit peu. Ça, je pense. Ouais. Oui, mais je pense que tous les candidats le diront. Je l'espère en tout cas. Votre ami et voisin de Pau, François Bayrou. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Il veut rassembler largement. Donc vous voyez, vous comparez vous-même. Votre voisin et ami de Pau, François Bayrou, lui, il réclame la dissolution. Vous aussi? Ça ne sert à rien, la dissolution, c'est pas lui, ni moi, ni qui que ce soit qui va en décider. Je n'y crois pas, pour ma part. Je ne crois pas que les députés socialistes soient assez suicidaires pour revenir devant les électeurs, parce que ce serait une débâcle historique. Et je ne crois pas que le président de la République... D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, après avoir roulé des mécaniques, les frondeurs, la gauche de la gauche, et bien finalement, ils se sont positionnés de telle sorte que M. Valls a eu une confiance au rabais, mais quand même une confiance. Donc je ne crois pas à cette hypothèse. Est-ce que vous feriez ticket avec François Bayrou, le fameux pacte d'acquittement? Il n'y a pas de ticket dans une campagne présidentielle, ça n'existe pas. C'est un homme qui se présente, qui explique sa vision de la France et qui s'adresse aux Françaises et aux Français. Est-ce qu'il s'est engagé à s'effacer derrière vous si vous étiez candidat à la présidence de la République de la droite? Je le répète, il s'agit d'une candidature d'un homme, et puis on verra qui me soutient, bien entendu, et j'espère que j'aurai des soutiens assez larges. Celui de François Bayrou, dès lors qu'il a soldé le passif de 2012, où il a commis, de 2012, où il a commis une erreur stratégique en soutenant le candidat Hollande, dès lors qu'il a tourné cette page-là. Mais le modèle devrait faire partie de la primaire de la droite. Bien sûr qu'il fait partie de la... Regardez ce qui se passe ici à Bordeaux quand même. Je vous parle de Bordeaux, parce que, sans être exemplaire, loin de là, pourquoi est-ce que nous avons ici gagné très largement les élections, non seulement à Bordeaux, mais dans la communauté urbaine de Bordeaux? Et c'était pas évident, parce que nous avons fait l'alliance de l'UMP, de l'UDI, du modèle, des gens de la droite et du centre qui n'ont pas de parti, et les électrices et les électeurs, ils aiment ça. Et aujourd'hui, nous le faisons encore pour les sénatoriales. Aujourd'hui, nous avons une liste sénatoriale en Gironde qui repose sur cette alliance. Et les élus sénatoriaux réagissent en disant on est content. C'est une bonne chose que vous présentiez ensemble. L'exemple et le modèle de ce que veut faire Alain Juppé à l'échelle nationale, s'il peut le faire. Si vous le dites, pourquoi pas, oui. Enfin, j'ai bien conscience que Bordeaux n'est pas la France. J'ai bien conscience que ça. Ce soir à la télévision. Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous attendriez de lui pour qu'il vous, je dis pas rassure, mais qui
rassure à la fois les militants et les Français et vous. Ne comptez pas sur moi pour essayer de lui dire ce qu'il a à dire. Hein. Il va le dire et puis je regarderai et après, éventuellement, je m'exprimerai. Mais est-ce que vous avez été surpris qu'il se déclare ou vous avez tout raconté il y a quelques jours, quand vous êtes vu? Vous pensez que quelqu'un a pu être surpris, hein? Vous avez été surpris, vous? Pas vous. Personne. Pas vous, mais vous connaissez le contenu. Pardon? Et vous vous êtes dit, on va au match, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, moi je l'ai vu d'ailleurs, puisque vous voulez absolument qu'on parle de Nicolas Sarkozy. Quand est-ce qu'on va parler de la France, de l'éducation, par exemple, qu'il faut rénover, hein? Mais ça va venir, on a parlé tout à l'heure aussi. On a parlé aussi des programmes. Et puis de l'état du monde, l'état de l'Europe, etc. Oui, ça c'est intéressant. Dernière question, ce qui me concerne. Moi, je fais une confidence. Quand je me rase tous les matins, je ne pense pas à Sarkozy. Voilà. Et alors, quand vous pensez à lui? Pardon? Quand vous vous canchez? Quand c'est nécessaire et quand vous m'en parlez. Alors là, je suis gâté. Hein. Ouais. Est-ce qu'il peut porter votre concept d'identité heureuse? Une certaine vision de la France qui est une vision républicaine et apaisée. Qu'est-ce que j'ai voulu dire dans l'identité heureuse? C'est qu'il y a des différences en France, que ces différences, elles ne sont pas nouvelles, que le peuple français, c'est pas la race gallo-romaine pure, hein. Il s'est constitué au fil des siècles par des apports de populations successifs. Et cette différence, cette diversité, c'est une richesse, à condition, et là aussi mon texte a parfois été déformé, qu'on ne tombe pas dans le communautarisme. Et la seule façon d'éviter le communautarisme, c'est un État fort qui soit le garant des libertés publiques, et en particulier de la sécurité, et qui soit le garant aussi de la cohésion nationale, c'est-à-dire qui est une politique d'immigration forte. Et donc je pense que si on arrive à cela, à cette alchimie qui consiste à concilier la diversité et l'unité, eh bien on peut vivre une identité heureuse. Un projet idéal. Et vous croyez d'ailleurs... Si on n'a pas d'idéal, monsieur El Kabbach, on reste à la maison. Bien sûr que j'ai des idéaux. Bien sûr que ce ne sera pas facile. Bien sûr qu'il faut une part d'utopie. Sur l'Europe en particulier, j'ai aussi un idéal et une utopie. Mais ça fait marcher l'utopie. Et c'est une utopie, ou n'est-ce pas une utopie de penser qu'il va y avoir un islam républicain? Non, c'est pas une utopie. Vous savez où vous l'avez vu déjà fonctionner? Je l'ai vu ici. Je peux vous présenter des musulmans qui ne veulent pas se laisser amalgamer. Toujours Bordeaux, mais à l'échelle nationale et à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Europe. En France aussi, vous avez entendu les déclarations d'un certain nombre de responsables musulmans. Si on partait du principe que tous les musulmans se reconnaissent aujourd'hui dans l'État islamique de l'Irak et de la Syrie, alors là, il y aurait un problème majeur. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a un islam républicain, heureusement en France, qui respecte les valeurs de la République et qui a en horreur cette vision d'une religion de la haine et de la mort. Je refuse absolument cet amalgame. Je suis très engagé et je soutiens là-dessus le président de la République quand il mène un combat contre le djihadisme et contre le terrorisme, à la fois au Sahel, où on a pris de bonnes initiatives, et aussi au Proche-Orient, et naturellement sur le sol national. Pour ceux qui Bien sûr qu'il faut éviter à tout prix cet amalgame. Alors, Michael Darmon? On en revient quand même à l'interview de ce soir et au fait que quand même, ce qui est changé, ce qui va changer, c'est aussi l'arrivée de Nicolas Sarkozy qui veut briguer, c'est inédit dans la Ve République, à nouveau la première place de son parti. Il a des procédures judiciaires. Est-ce que vous pensez qu'un jour il peut être empêché? Moi, j'aimerais vous parler un peu de la nouvelle éducation dont la France a besoin aujourd'hui. Le système... Non, parce qu'il ne peut pas répondre. Je ne répondrai plus aux questions sur Nicolas Sarkozy. Alors moi, je vais vous parler d'éducation. Moi, je veux vous parler d'éducation parce que c'est un enjeu absolument fondamental. Mais on est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas eu une hypocrisie collective, peut-être monstrueuse, j'exagère, d'avoir vu quelques-uns dénoncer le propos d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui parlait avec regret et comme une injustice sociale des illettrés en France. Oui, moi, j'aime pas beaucoup. Il y en a 2,5 millions. J'aime pas beaucoup. Et donc, la nécessité, c'est un système éducatif qui marche mieux. Dites-nous comment. Je vous rejoins, monsieur El Kabbach. J'aime pas beaucoup ce genre de polémique. On a tous fait des bourdes dans notre expression. Et je pense pas du tout que. Mais c'est en même temps, l'illettrisme, c'est une réalité. Bien sûr. C'est pour ça que la formulation était peut-être maladroite, mais je ne crois pas qu'il faille tomber à bras raccourcis sur monsieur Macron, qui n'a certainement alors, la nouvelle éducation. de mépris pour ceux qui doivent être. Alors, notre système éducatif, parlons-en, il ne fonctionne pas bien aujourd'hui. 2 chiffres qui sont très impressionnants. À la sortie du secondaire, il y a 150 000 jeunes Français qui sont sur le carreau sans aucune formation et aucun diplôme. Et, autre chiffre qu'on ne connaît pas, au bout de 3 ans d'université, il y a 50 à 60% des étudiants qui sont sans diplôme et qui se retrouvent là aussi sur... Il faut
absolument investir massivement dans la nouvelle éducation. Et moi, j'ai 3 idées, si vous me permettez de les exprimer, parmi d'autres. Et naturellement, il faut approfondir tout cela et j'y travaille. Premièrement, il faut décentraliser cette énorme machine qu'est l'éducation nationale et la décentraliser sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez vu cet extraordinaire reportage il y a quelques jours sur un chef d'établissement dans un collège de la région parisienne. Quand il y a un chef d'établissement qui se mouille, qui prend des décisions, qui a des responsabilités, tout change dans le collège. Il faut régionaliser l'éducation nationale. Plus que ça, donner des responsabilités à ceux qui sont sur le terrain. Il faut faire des chefs d'établissement, de vrais chefs d'établissement. La deuxième idée, c'est la personnalisation des parcours. On commence à le faire, mais insuffisamment, parce que les enfants ne sont pas tous les mêmes, et de ce point de vue, le collège unique a été une bêtise. Et enfin, la troisième idée, je le dis avec prudence, parce que j'ai écouté certains intellectuels partir en guerre récemment contre le numérique à l'école. Moi, je pense que l'éducation numérique est une véritable révolution pédagogique. Pardon de reparler de Bordeaux, mais on parlait mieux de ce qu'on connaît que de ce qu'on ne connaît pas. Nous avons doté toutes les classes élémentaires dans notre ville de tableaux numériques. Et maintenant, nous sommes en train de passer à des tablettes individuelles. Bien sûr qu'il ne faut pas faire de nos enfants des addicts à Internet, mais je prends un exemple là encore concret. L'enseignement des langues à l'école élémentaire. On demande à des professeurs des écoles d'enseigner l'anglais et l'espagnol. Ils ne parlent pas anglais et espagnol. Et on peut pas leur reprocher. Des maîtres aussi. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés pour ça. Mais non, avec une tablette, vous pouvez aider les enfants dans l'apprentissage. Et vous gardez les 60 000 fonctionnaires de l'éducation, vous dites qu'on en aura besoin, même peut-être de plus. Ce n'est pas un problème d'effectif, d'ailleurs on a du mal à les recruter. C'est un problème de qualité, c'est un problème de formation, c'est un problème de redéploiement des moyens, et c'est aussi un problème de durée du travail. Donc on voit ce que vous voulez faire si jamais, à partir de 2017, ce sont quelques vous êtes allé, il y a d'autres idées. On va y arriver, une pause nouvelle. J'appelle tous ceux qui s'intéressent à ces problèmes à m'aider dans cette réflexion. Une pause nouvelle. Depuis 60 ans, elle vous accompagne au quotidien.